Le matin où SN Brafaso rouvrit ses portes, un frisson parcourut tout le Burkina Faso, comme si un pays entier se réveillait en retrouvant une partie volée de son âme industrielle. Le premier choc surgit dès les premiers instants. Une usine considérée morte depuis 20 ans renaissait sous les yeux du monde, portée non par des capitaux étrangers, mais par la volonté nue d'un peuple décidé à se relever. Puis vint la question, nette, tranchante, inévitable, comment une nation qu'on disait affaiblie a-t-elle réussi là où d'autres, piégés par la dépendance, ont échoué? Et c'est alors que le troisième coup apparut, implacable, derrière cette inauguration se cachait bien plus qu'une brasserie. C'était un acte de rupture contre les monopoles impérialistes, un défi lancé à un ordre qui croyait le Burkina Faso soumis. Et le motif, celui qui guidera toute l'histoire, apparut pour la première fois. Quand un peuple décide de se relever, aucune force ne peut l'arrêter. Ceux qui, ce jour-là, regardèrent les images de l'inauguration ne voyaient pas seulement des cuves brillantes et des bouteilles alignées. Ils voyèrent la preuve concrète qu'un pays qu'on avait voulu maintenir à genoux venait de se remettre debout par lui-même. Pour le Burkinabé ordinaire, SN Brafaso signifiait des emplois retrouvés, des matières premières locales enfin transformées sur place, la fierté de consommer un produit qui porte vraiment le goût de la terre de leurs ancêtres. Pour le continent, c'était un signal. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un État décidait de reprendre le contrôle d'un outil industriel abandonné sans attendre le feu vert de bailleurs ou de multinationales. Et pour les impérialistes, c'était un avertissement silencieux. Leurs monopoles ne sont plus intouchables. Sur les chaînes et dans certaines Burkina Faso News, les images du camarade capitaine, casque sur la tête, marchant au milieu des machines, eurent l'effet d'une véritable Ibrahim Traoré interview en acte, un message sans détour adressé à tout le continent. Micro-hook. Car derrière cette victoire visible se cachait une bataille plus longue, faite de sabotage, de pression et de choix difficiles que peu connaissent vraiment. Mais pour comprendre pourquoi la réouverture de SN Brafaso est devenue un symbole continental de souveraineté économique, il faut revenir sur l'histoire tourmentée de cette usine et sur la manière dont on a tenté, pendant des années, d'empêcher sa résurrection. Pendant près de 2 décennies, l'histoire de Brafaso fut le reflet exact de l'ancien ordre qui pesait sur tant de nations africaines. Un ordre politique fragilisé, une économie dépendante et un environnement industriel constamment assiégé par des intérêts extérieurs. Sur le plan politique, chaque gouvernement successif savait que rouvrir l'usine signifiait affronter ceux qui détenaient le monopole régional des boissons depuis des décennies, des groupes dont l'influence dépassait les frontières et qui n'avaient aucun intérêt à voir renaître une brasserie nationale burkinabé. Sur le plan économique, plus de 70% du secteur des boissons dans la région était contrôlé par une seule multinationale, rendant presque impossible l'accès au marché pour un acteur local. Sur le plan industriel, enfin, la fermeture de Brafaso en 2008 avait laissé derrière elle des machines figées, rouillées, presque symboliques d'un pays qu'on avait longtemps empêché d'industrialiser. Dans les archives, on retrouve même la trace d'évaluation concluant qu'une relance serait irréaliste, trop coûteuse, voire dangereuse pour l'équilibre concurrentiel. Et pourtant, malgré les obstacles, l'usine continuait de hanter l'imaginaire collectif. L'image de ces immenses hangars vides était devenue un rappel quotidien de ce que le pays avait perdu. Lorsque les premiers travaux de réhabilitation commencèrent, certains Burkinabés racontent avoir retrouvé la même émotion que lors des discours du capitaine dans des Ibrahim Traoré interviews devenues si virales. Mini cliffhanger. Car au moment même où les espoirs renaissaient, ceux qui voulaient empêcher la reconstruction se mirent soudainement en mouvement. Et c'est à cet instant précis qu'ils se tournèrent vers Traoré. Quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré fut appelé à intervenir, il se retrouva face à un choix que peu de dirigeants osent assumer publiquement. Maintenir la trajectoire confortable mais étouffante de la dépendance ou provoquer une rupture totale en revendiquant une souveraineté industrielle réelle avec tous les risques que cela impliquait. Le premier chemin était le plus simple. On lui proposa, comme on l'avait fait à ses prédécesseurs, de laisser l'usine Brafaso dans son état de sommeil prolongé en échange de stabilité commerciale et de coopération avantageuse. Les multinationales, dont certaines avaient œuvré silencieusement pour refermer définitivement les portes de l'usine, arguaient qu'il valait mieux importer ce que le Burkina Faso ne pouvait, selon elles, produire efficacement. Ce chemin menait à une paix trompeuse, faite de crédits conditionnés, de dépendances invisibles et d'une économie docile qui ne menaçait aucun monopole étranger. Le second chemin, lui, était rude, abrupt, presque isolé. Réhabiliter l'usine avec des moyens nationaux, rompre avec les intérêts qui avaient bloqué sa relance, restaurer un symbole dont la mort avait été orchestrée. Reprendre Brafaso, c'était affirmer devant le monde que le Burkina Faso pouvait renaître industriellement sans demander la permission à personne.
Mais c'était aussi accepter d'être ciblé, critiqué, diabolisé par ceux qui avaient bénéficié, des années durant, de la mort industrielle du pays. C'est dans ce contexte que Traoré prononça une phrase devenue emblématique et répercutée dans plusieurs Burkina Faso News. Un peuple qui renonce à produire, renonce à sa liberté. Cette ligne, reprise dans les rues, dans les écoles, dans les casernes, devint un cri de ralliement pour tous ceux qui voyaient dans la renaissance de Brafaso bien plus qu'une usine. Une bataille pour l'avenir. Cependant, au moment même où le gouvernement commençait à envisager la réhabilitation, un événement inattendu fit basculer le rapport de force. Micro-hook. Une délégation étrangère approcha discrètement certains ministres avec une proposition séduisante en apparence. Ils promirent un afflux massif d'équipements, des crédits faciles, un partenariat stratégique international, mais en échange d'un détail qui changeait tout, le contrôle partagé, voire prioritaire, de plusieurs filières industrielles clés, dont celle des boissons nationales. Le choix devenu clair pour Traoré, accepter une aide qui transformait la souveraineté en illusion, ou tout refuser et s'en remettre uniquement à la volonté du peuple burkinabé. C'est ce jour-là, raconte Science et Proches, qu'il décida de prendre la voie la plus périlleuse, celle de la construction nationale sans compromis. Et cette décision allait déclencher une série d'événements que nul ne pouvait encore imaginer. Au premier palier, la première décision concrète fut prise dès que le camarade capitaine confirma son refus des facilités proposées de l'extérieur. Plutôt que d'attendre un hypothétique miracle financier, il ordonna un audit complet de l'ancienne Brafaso et demanda à ses équipes de chiffrer, ligne par ligne, ce qu'il faudrait pour ressusciter l'usine avec les seules forces du pays. Des ingénieurs burkinabés, parfois oubliés dans les bureaux ou dispersés à l'étranger, furent rappelés. Certains racontent qu'en entrant à nouveau dans les hangars poussiéreux, ils eurent l'impression de visiter un cimetière industriel, mais aussi de retrouver une promesse inachevée. On inventoria les machines, on mesura les dégâts, on identifia ce qui pouvait être sauvé et ce qui devait être remplacé. Micro-hook. C'est lors de cette première inspection qu'un technicien, en fouillant un local abandonné, mit la main sur d'anciens dossiers montrant comment des pressions avaient contribué à étouffer la relance dès 2012. Ces papiers ne contenaient pas encore la preuve ultime, mais ils confirmaient une chose. La mort de Brafaso n'avait jamais été un simple accident économique. Au second palier, à mesure que les travaux avançaient et que les commandes d'équipements locaux et internationaux se multipliaient, ceux qui avaient intérêt à maintenir le Burkina Faso dans une position de dépendance commencèrent à réagir. Des campagnes de dénigrement apparurent discrètement, accusant le projet d'être populiste, irréaliste, voire dangereux pour l'équilibre régional. Dans certaines émissions, des soi-disant experts expliquaient qu'un pays comme le Burkina n'avait pas les moyens de soutenir une brasserie nationale compétitive. Mais sur le terrain, les ouvriers, les techniciens, les cadres voyaient autre chose. Des lignes de production se remettre à vibrer, des cuves être installées, des tests de qualité réussir au-delà des attentes. Le conflit devint frontal lorsqu'une multinationale, jusque-là dominante, tenta d'imposer des clauses commerciales restrictives à ses distributeurs pour les dissuader de travailler avec SN Brafaso. Ce fut le premier véritable bras de fer économique du nouveau Burkina. Dans une scène que beaucoup comparent aujourd'hui aux moments les plus forts des Ibrahim Traoré interviews, le capitaine apparut devant les ouvriers et déclara que « personne ne fermera ce que le peuple a décidé d'ouvrir ». La foule répondit par des acclamations, consciente que derrière l'usine, c'était une bataille pour la dignité nationale qui se jouait. Et c'est précisément à ce stade, alors que les lignes de front se dessinaient bien clairement, qu'un document inattendu parvint aux autorités. Un rapport détaillé, émanant d'une source interne à un ancien partenaire étranger, dévoilant comment, pendant des années, des décisions avaient été prises pour empêcher toute renaissance de Brafaso et préserver des intérêts monopolistiques sur tout le marché régional des boissons. Ce rapport mentionnait des réunions secrètes, des clauses cachées dans d'autres contrats et même des recommandations explicites visant à neutraliser tout projet concurrent soutenu par l'État burkinabé. Pour la première fois, les autorités disposaient d'une pièce écrite montrant que la fermeture prolongée de l'usine répondait à une stratégie, non à une fatalité. Cliffhanger, ce dossier, soigneusement archivé, allait devenir l'une des armes centrales de la bataille politique et médiatique qui s'annonçait. Au troisième palier, lorsque le fameux rapport interne commença à circuler dans les cercles restreints du pouvoir, la crise atteignit un niveau de tension que même les plus anciens cadres n'avaient jamais connu. Soudain, les intérêts mis à nu ne se limitaient plus à une simple usine. C'était tout un système de dépendance économique qui se retrouvait exposé. À l'intérieur, certains hauts fonctionnaires, habitués à composer avec les multinationales, redoutaient les représailles possibles, réduction d'investissements, pression diplomatique, campagnes médiatiques hostiles. À l'extérieur, des signaux subtils apparurent, des visites,
de courtoisie, d'ambassadeurs, des mises en garde voilées sur les risques pour l'environnement des affaires, des rapports d'experts annonçant des incertitudes si le Burkina Faso insistait pour développer une brasserie nationale concurrente. Microhook, dans un câble diplomatique qui fuitera plus tard, un observateur étranger écrivait que si SN Brafaso réussit, d'autres industries nationales pourraient suivre le même modèle, preuve que l'enjeu dépassait largement la bière. Le conflit se transforma alors en véritable siège psychologique. Sur les réseaux, des campagnes anonymes cherchèrent à discréditer le projet, le qualifiant de caprice idéologique, d'aventure dangereuse dans un pays fragile. Certains se mirent à prétendre que l'usine serait déficitaire, que les produits ne seraient pas compétitifs, que l'argent public serait gaspillé. Mais sur les chantiers, les ouvriers voyaient une autre réalité. Des murs se dressaient, des lignes de production prendre forme, des tests de bras forts et de Brafaso réussir un à un. Dans les villages, les paysans comprenaient qu'enfin, leur maïs, leur sorgho, leur riz pourraient être valorisés localement plutôt que vendus à bas prix pour enrichir d'autres terroirs. Microhook, un soir, devant les caméras, une vieille femme déclara simplement que « si cette usine tourne, c'est notre dignité qui sera mise en bouteille ». Résumant mieux que n'importe quelle analyse le sens profond du projet. Vint alors le quatrième palier, celui de la décision historique. Conscient que reculer maintenant reviendrait à trahir non seulement un programme, mais une promesse faite au peuple, le camarade capitaine Ibrahim Traoré convoqua une réunion décisive avec son gouvernement. Selon plusieurs témoins, il y posa une question simple. Voulons-nous vraiment être le Burkina qui produit pour lui-même ou rester le Burkina qui consomme ce que d'autres décident à nu pour lui? Cette phrase, racontée et reprise, ensuite dans des commentaires autour d'Ibrahim Traoré et Burkina Faso, cristallisa le moment. Dans les jours qui suivirent, le Conseil des ministres adopta une série de décisions claires. La réhabilitation de SN Brafaso serait financée sans crédits extérieurs, l'entreprise resterait sous contrôle national, et sa mission serait explicitement de servir le peuple plutôt que des actionnaires étrangers. Le 4 mars 2024, la signature du contrat de réhabilitation marqua officiellement le point de non-retour. Les travaux furent lancés dans un rythme que beaucoup décrivirent comme révolutionnaire jour et nuit entre la Chine et le Burkina, portant en eux l'idée que tout est urgent, comme l'avait martelé le capitaine. Microhook final, lorsque la date d'inauguration fut enfin fixée au 25 novembre 2025, les adversaires du projet comprirent qu'ils n'avaient de plus affaire à un simple chantier, mais à un symbole vivant de résistance économique, et que la bataille allait désormais se jouer au grand jour devant tout un continent qui regardait. Le jour de l'inauguration, lorsque les caméras montrèrent les premières bouteilles de Brafort et de Brafaso sortir des lignes de production, la réaction dépassa de loin les frontières du Burkina Faso. Dans les villes, des familles entières regardèrent la retransmission en direct, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec un sourire incrédule en voyant une usine que l'on disait morte reprendre vie sous leurs yeux. Sur les réseaux, des messages affluaient de toutes les régions du pays saluant la plus belle victoire industrielle depuis l'indépendance. Plusieurs médias africains parlèrent d'un tournant symbolique, et certaines Burkina Faso News présentèrent la scène comme la preuve qu'un État africain pouvait briser un monopole sans s'effondrer. À l'étranger, dans la diaspora, des Africains d'Europe et d'Amérique du Nord partagèrent les images en les comparant aux moments les plus forts d'une Ibrahim Traoré interview, sauf qu'ici le discours prenait la forme d'acier, de verre et de mousse dorée. Un éditorialiste déclara que ce qui coule aujourd'hui des cuves de SN Brafaso, ce n'est pas seulement de la bière, c'est une souveraineté liquide. Dans plusieurs capitales, on suivait attentivement pour voir si le projet tiendrait ses promesses ou s'il serait vite étouffé. Mais au milieu de tous ces commentaires, un motif revenait comme un refrain impossible à faire taire. Quand un peuple décide de se relever, aucune force ne peut l'arrêter. Et ce jour-là, beaucoup comprirent que le Burkina Faso venait d'envoyer au continent un message que personne ne pourrait feindre d'ignorer. Au-delà de la célébration, les analystes comprirent vite que SN Brafaso n'était pas une simple brasserie remise en marche, mais un précédent stratégique capable de redessiner l'équilibre industriel du continent. En moins de 2 ans, plus de 15 pays africains avaient fermé des usines similaires sous la pression de monopoles étrangers. Et près de 80% des boissons consommées en Afrique de l'Ouest provenaient encore d'acteurs non africains. La réussite de Brafaso démontrait donc une vérité dérangeante pour certains. La dépendance n'était pas une fatalité, mais un choix qu'un État pouvait refuser. En restaurant une industrie abandonnée depuis 20 ans, le Burkina Faso venait de prouver qu'une souveraineté économique concrète était possible. Alors, une question s'imposa. Cette renaissance annonce-t-elle le début d'un nouvel ordre africain? Et lorsque le ruban fut coupé et que les premières bouteilles furent levées, comme un serment silencieux, le motif revint une dernière fois,
Clair comme une évidence, quand un peuple décide de se relever, aucune force ne peut l'arrêter. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, partagez-la avec une personne qui croit encore en la souveraineté africaine, une seule, pour que la lumière circule plus loin que nos frontières. Laissez un mot, une pensée, un écho de ce que vous ressentez car chaque voix compte dans cette marche. Et si vous souhaitez suivre les prochaines renaissances de notre continent, abonnez-vous, ainsi, lorsque le prochain chapitre s'ouvrira, vous serez parmi les premiers à l'entendre.